Les critères fondamentaux de valorisation qui ont stabilisé le marché action depuis 20 ans. Quelles sont leurs valeurs actuelles? Quelles ont été les valeurs qui ont permis à l'époque un renversement haussier? Bienvenue au Top Gun de ce lundi 24 octobre 2022. Alors bienvenue chers amis, bienvenue. C'est une semaine hyper chargée sur le plan des fondamentaux boursiers. Tout est prévu cette semaine. L'inflation au mois d'octobre, le PIB du troisième trimestre, les résultats financiers trimestriels des fameux GAFAM aux États-Unis. L'inflation aux États-Unis, les indices PMI de Markit, les indices PMI aujourd'hui, ces indicateurs avancés qui vont permettre de se projeter sur l'environnement macroéconomique et les résultats des entreprises. En cette semaine hyper chargée sur le plan des fondamentaux, je vous propose de faire le point suivant. Dans cette vidéo, vous allez découvrir où en sommes-nous après 27% de baisse depuis le record historique à Wall Street sur le S&P 500 en prenant le plus bas de la semaine dernière. Où en sommes-nous en termes de ratio de valorisation? Est-ce que la purge est suffisante? Les actions sont-elles à nouveau bon marché ou pas? Quels ont été les niveaux de valorisation nécessaires pour interrompre les trois grands bear markets du 21e siècle? J'ai rassemblé toutes les datas. Je vais vous montrer où elles se trouvent, ces datas. Comment y accéder gratuitement. Le point à l'époque des renversements haussiers, leur valeur actuelle, leur valeur moyenne et des scénarios prévisionnistes où devrait aller le marché pour avoir un vrai socle fondamental de renversement haussier. Où en sont les estimations de bénéfices? Enfin voilà, nous n'allons pas nous ennuyer sans oublier la part des liquidités dans le portefeuille des gérants qui atteint un record pluriannuel mais qui n'est pas encore à son record de l'éclatement de la bulle Internet en 2001-2002. En tout cas, ce sont des critères fondamentaux qu'il faut croiser, que je croise, avec l'analyse technique. Dans mon approche global macro cross-asset fondamentalo-technique, j'associe une trentaine de paramètres, dont les critères de valorisation. Eh bien, cette semaine, on parle des critères de valorisation. Alors, je vais me réduire. Bienvenue, je vous rappelle que cette vidéo est disponible, que cette émission est disponible au format podcast en suivant exactement le même titre sur les principales plateformes d'écoute. Les critères fondamentaux qui ont terminé le bear market depuis 20 ans. Mais de quels critères fondamentaux parlons-nous? Vous allez voir, ça va être... n'allez pas vous ennuyer, car je vais vous réexpliquer trois critères de valorisation principaux, de manière très simple, entre ceux qui utilisent les bénéfices estimés, ceux qui utilisent les bénéfices passés, ceux qui utilisent le bilan financier. J'en ai sélectionné trois, et on regarde les datas. On fait des datas factuellement. Alors le plan va s'afficher sous vos yeux. Alors c'est pas exactement le plan dans l'ordre chronologique de l'émission, mais il m'a paru important, alors que je vous présente chaque semaine des éléments d'analyse technique, des éléments quantitatifs, des éléments concernant le flux, de croiser ça avec une approche fondamentale hyper classique, sans oublier que, d'où peut venir le salut? Eh bien, le salut viendra des fondamentaux. Cette semaine, la hausse des taux de la BCE. La BCE va monter 3 fois, devrait monter 3 fois cette hausse ce jeudi. Les PMI de Markit, le PIB, l'inflation. En fait, il ne manque que la Fed. Et encore, tous les éléments macro qui sont publiés cette semaine vont influencer la Fed, sans oublier les résultats des GAFAM, qui sont le top 6 de capitalisation boursière à Wall Street. Je veux dire, effectivement, je répète que chaque semaine est décisive, mais cette semaine, c'est la semaine décisive des semaines décisives. La décision est faite cette semaine. C'est ma conviction forte. Alors, trois critères fondamentaux pour valoriser le marché action. Trois critères fondamentaux pour valoriser le marché action. Nous allons nous intéresser dans cette vidéo au Price Earning Ratio, alors le très classique Price Earning Ratio, le rapport entre le prix et les bénéfices estimés, le Price Earning Ratio de Shiller, de Robert Shiller, qui a cet avantage de comparer le prix du marché
aux bénéfices passés, enfin à la moyenne des bénéfices passés, je vais vous expliquer ça. Nous allons regarder le price to book, c'est-à-dire la valeur du marché par rapport à la valeur comptable nette des entreprises, ce qui permettra de mettre de côté la difficulté d'anticiper les bénéfices, car ça pourrait vous surprendre, mais les estimations de bénéfices, malgré la probabilité d'une récession, malgré la récession technique aux États-Unis, malgré la chute des indices PMI, les estimations de bénéfices sont encore tout en haut, elles sont perchées. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le recul actuel du price-earning ratio est un peu mensonger, car il tient compte de bénéfices qui n'auront peut-être pas lieu. En tout cas, actuellement, une anticipation encore très optimiste des bénéfices. C'est pourquoi, moi, je vous recommande le PE de Shiller. C'est la moyenne des bénéfices passés. Pas de blabla, pas de bullshit d'anticipation. Personne ne sait quels seront les bénéfices dans un an. Et c'est beaucoup plus fiable, vous allez voir, pour les points bas de marché et pour les renversements de bear market depuis maintenant une vingtaine d'années. Alors, 3 critères fondamentaux pour valoriser le marché action. Je commence par vous les présenter. Ensuite, je vais vous montrer leur niveau actuel. Je vais vous montrer quels ont été les niveaux nécessaires pour renverser 3 grands marchés baissiers en place depuis le début de ce siècle. On va aussi regarder les moyennes, c'est-à-dire que ces ratios de valorisation ont des moyennes historiques et que on peut se poser la question de savoir quelle serait la baisse nécessaire actuelle des indices boursiers américains si jamais on devait simplement rejoindre les moyennes historiques de ces indicateurs de valorisation. Alors, 3. J'estime qu'ils sont représentatifs d'un certain nombre d'approches. Tout d'abord, le très classique price-earning ratio. Alors, vous avez ici des datas, tout est rassemblé ici. Sur ce graphique, vous avez, d'ailleurs, je vais vous le montrer en temps réel, ce sera plus simple. C'est sur cet excellent site gurufocus.com que je vous recommande, où vous pouvez trouver gratuitement de nombreux ratios de valorisation ainsi que les estimations de bénéfices. Je reviens sur le slide. Vous avez sur ce graphique en rouge les estimations de bénéfices du S&P 500, en bleu le price earning ratio, en vert le price to book et en jaune le PE de Shiller. Alors, le price earning ratio, tout simplement, le rapport entre le prix du marché et les bénéfices estimés à horizon 1 an. Actuellement, le PE du S&P 500 est de 19. Le marché paye 19 années de bénéfices estimés. C'était plus de 28 en janvier. Donc ça a bien baissé. La difficulté, c'est que les bénéfices estimés sont restés tout en haut. Donc le marché a baissé. Mais comme les bénéfices estimés sont restés tout en haut, oui, le PE a chuté. Or, en cas de récession, si vraiment les États-Unis, qui sont actuellement en récession technique, pas encore en récession réelle, si les États-Unis et l'Occident devaient s'enfoncer en récession réelle en 2023, les PE vont remonter si le marché action se stabilise. Et donc, on n'aura pas le point bas. C'est ça le problème. Le price earning ratio, pour moi, il faut l'écarter. Mais on va quand même le regarder. C'est pourquoi exit le PE, parce que les estimations de bénéfices laguent beaucoup trop. Ça lag beaucoup trop. Regardez la courbe rouge. Par exemple, en 2007-2008, elle avait chuté. Ou encore, au moment de la crise financière, la crise sanitaire, elle a chuté. Là, les estimations de bénéfices se maintiennent tout en haut. Comme si les analystes financiers pensaient que tout allait bien se passer en 2023. Alors, moi, j'espère qu'ils ont raison. Et nous devons tous espérer qu'ils ont raison. Mais ça paraît un peu exagéré. En tout cas, trop optimiste. Mais espérons qu'ils ont raison. En tout cas, c'est pourquoi on va regarder le PE de Shiller. Alors, le price earning de Shiller, qu'est-ce que c'est? Il compare le prix du marché, non pas aux bénéfices estimés, mais à la moyenne des bénéfices passés depuis 10 ans, retraités de l'inflation. Celui-là, il est magique. C'est vraiment lui qu'il faut regarder pour rattraper les points bas en termes de valo. Et j'ai ajouté le price to book, qui est le rapport entre le prix du marché et la valeur comptable des entreprises, c'est-à-dire la totalité de leurs actifs,
moins le passif, hein, moins ce qu'elles doivent aux créanciers, ce qu'elles peuvent en fait concrètement, si elles devaient tout liquider, donner à leurs actionnaires. Le price to book. En associant le PE de Shiller avec le price to book, on trouve vraiment des points de renversement haussier magiques, en tout cas efficaces. Où en sommes-nous maintenant? Où en étions-nous lors de la fin du bear market? On va en étudier 3. Le bear market de la bulle Internet, le bear market de la crise financière, le bear market de la crise sanitaire. Quelles sont les moyennes? Où en sommes-nous maintenant? Et ensuite, on tricote. C'est parti. Alors, je reviens aux différents slides. Donc, ce sont les 3 ratios de valorisation que nous allons regarder ensemble. Maintenant, sans plus attendre, fin du suspense, les niveaux de valorisation qui ont terminé les bear markets de ce siècle. 3 bear markets, je vous l'ai dit, je viens de vous en parler à l'instant, la bulle Internet, la crise financière, la crise du Covid. On a 3 bear markets, 3 types de récessions différents, donc au moins différentes, donc ça permet de faire une synthèse globale et qui tient compte de différents facteurs. Sachant qu'on ne sait pas encore, la récession qui est devant nous, quel modèle elle va prendre. Bon, en espérant toujours pouvoir l'éviter. Hein. Fin de bear market et valorisation depuis 20 ans. Fin de bear market et valorisation depuis 20 ans. Les datas qui se trouvent sous vos yeux. Je les ai, et je vous conseille, et d'ailleurs vous pouvez aller utiliser ce site, gurufocus.com. J'ai pris le temps de rassembler toutes les datas. Et nous allons passer en temps réel sur ce graphique. Je me suis tourné vers les périodes, car les renversements baissiers, la fin des bear markets au 21e siècle, ça a pris du temps. On n'a pas fait un jour un point bas et on est reparti en mode fusée. Non mes amis, ça ne marche pas comme ça. On stabilise, étape 1. On fait une configuration de renversement haussier, étape 2. On relance la tendance haussière, étape 3. Ça prend des mois. Personne ne doit espérer un bull market impulsif comme à l'époque la crise sanitaire, car la crise sanitaire c'était particulier, on a appuyé sur off, nous-mêmes. Et quand on a appuyé sur on, on est reparti. Là, c'est très différent. On va comparer où en était le marché en janvier, où il en est maintenant, où il en était lors des renversements baissiers de la fin des 3 bear markets à l'étude, et quelles sont les moyennes, et quelle serait la valeur des indicateurs de valo à atteindre si on devait tendre simplement à la moyenne. Je trouve ça passionnant, et donc les datas sont sous vos yeux. Alors en janvier c'était un excès de valorisation lié au taux d'intérêt à zéro, aux injections budgétaires, aux injections de tout type monétaire. En janvier 2022, vous avez sous les yeux donc un graphique qui expose les bougies japonaises en données hebdomadaires de l'indice S&P 500, le S&P 500 All-Time History Index. En janvier 2022, le Price Earning Ratio était de 30, le PE de Shiller de 39. Rappelez-vous, le PE de Shiller, c'est le prix du marché que l'on compare aux bénéfices passés des 10 dernières années à la moyenne retraitée de l'inflation. C'est beaucoup plus percutant que de le comparer à des bénéfices estimés, sachant que c'est un peu au doigt mouillé les bénéfices estimés. Moi, je vous recommande le PE de Shiller. C'est vraiment le choix que je vous propose ici dans cette vidéo. Donc, en janvier, oui, c'était des valeurs, un PE Shiller, un price to book. Regardez les valeurs comparées à la moyenne historique. Forcément, on était en bulle spéculative. Maintenant, on a corrigé la bulle. Où en sommes-nous? Alors là, ce sont les ratios de valorisation arrêtés à vendredi dernier. Le PE est revenu à 19. Le PE de Shiller à 28. Le price to book à 3,66. Malheureusement, nous sommes encore au-dessus des moyennes. Et pire,
comparé aux valeurs du renversement haussier de 2002-2003, du renversement haussier de 2009-2010, du renversement haussier de la crise sanitaire. Nous sommes très au-dessus de ces valeurs. D'ailleurs, grosso modo, les renversements haussiers depuis 20 ans, c'est lorsque globalement nous avions tendu vers la moyenne historique. Hein, si vous comparez les informations qui sont sous vos yeux. Donc, d'un point de vue de la valo, oui, on a quand même dégonflé une partie de la bulle spéculative. En fait, on a intégré la hausse des taux d'intérêt. Maintenant, il y a un problème avec le price-earning ratio. Vous allez me dire, le price-earning ratio, il est ici sous vos yeux, il est revenu à 19. Bon, on était quand même à 30. C'est quand même pas mal. Why not? La moyenne n'est pas si loin. Et au point bas de la crise sanitaire, on était à 16,80. Oui, mais non. Oui, mais non. Regardez bien. Les bénéfices estimés sont encore tout en haut. En fait, la difficulté est ici. La difficulté est ici. Si le price-earning ratio a beaucoup reculé, c'est parce que le marché a baissé, mais c'est surtout parce que le marché a baissé, mais les bénéfices estimés sont restés tout en haut. Comment expliquer le fait que les analystes financiers n'ont toujours pas revu en baisse leurs estimations de bénéfices, alors que par exemple, les indices PMI, Purchasing Manager Index, qui sont publiés aujourd'hui, montrent que l'environnement macroéconomique s'est largement dégradé? Sont-ils en train de pécher par excès d'optimisme? Ou ont-ils raison? Les entreprises vont peut-être tirer leur épingle du jeu, peut-être par des restructurations internes, ou que sais-je. En fait, l'incertitude est là. C'est pourquoi moi j'écarte le PE pour me concentrer sur le PE chiller ou le price to book, qui me semble beaucoup plus percutant. Alors, continuons un peu de jouer, entre guillemets. Quelle valeur du S&P 500 si le marché... Quelle valeur du S&P 500 si le marché devait revenir à sa moyenne en termes de valorisation? Alors, j'ai calculé pour chacun de ces trois indicateurs de valorisation et j'en ai ajouté un quatrième. J'ai calculé quelle serait la valeur du S&P 500 nécessaire pour revenir aux moyennes. Les moyennes s'affichent sous vos yeux. Le price-earning ratio a une moyenne historique de 15,98. Le PE chiller ratio a une moyenne de 16,98. Le price to book pour le S&P 500 a une moyenne historique de 2,95. Et c'est le quatrième indicateur que j'ai ajouté. La baisse moyenne depuis 80 ans du S&P 500 en période de récession réelle, moins 33%. Quelle serait la valeur du S&P 500 si ces quatre critères, qui ont actuellement, il est vrai, beaucoup reculé depuis le sommet de janvier 2022, mais quelle serait la valeur du S&P 500 si ces quatre critères tendaient vers leur moyenne historique? Naturellement, c'est beaucoup plus bas que la valeur du marché actuel. La seule chance de salut du marché, pour confirmer la stabilisation actuelle et éviter 20% de baisse supplémentaire, il y a deux options. Soit la Fed pivote, soit effectivement, les analystes financiers ont eu raison de maintenir tout en haut leurs anticipations de bénéfices. Sinon, on baissera davantage. Il n'y a pas de sujet. Alors voilà le résultat de ce que j'ai calculé. Si le PE revenait à sa moyenne historique, ça ferait un S&P 500 à 3150 points. Si le PE chiller revient à sa moyenne historique, ça fait un S&P 500 à 2350. Alors, 2350, en fait, c'est revenir au point bas du choc boursier de la crise sanitaire. Voilà. Concrètement, si le S&P 500, en termes de price earning, de Robert Schill, revient à sa moyenne historique, c'est un marché action qui revient au point bas du choc boursier de la crise sanitaire. Le salut ne viendra que de la Fed ou des bénéfices des entreprises. Si par miracle ils arrivent à se maintenir tout en haut, tout ira bien. Sinon, on n'a pas baissé assez. C'est un fait. C'est pourquoi
dans une semaine aussi chargée sur le plan des fondamentaux, et notamment les résultats des GAFAM, il va falloir regarder ça d'extrêmement près. Alors, vous avez donc les résultats de mes calculs ici. Il y a une quatrième approche que je vous ai proposée en bas à droite, qui est basée sur quoi? J'ai calculé, alors j'ai reporté, je suis allé étudier l'ensemble des phases de récession réelle de l'économie américaine. Et l'idée était d'aller chercher une autre data. Quelle a été, dans les phases de récession réelle de l'économie américaine, quelle a été la baisse moyenne du S&P 500? Encore une fois, j'utilise les moyennes, la moyenne. Ça a été 33%. Entre le sommet de janvier 2022 et le plus bas d'octobre 2022, le S&P 500 a perdu 27%. Quelle serait la valeur du S&P 500 si le marché perdait simplement la moyenne de ce qu'il a perdu en récession réelle, c'est-à-dire moins 33%? Eh bien, nous allons aller regarder ça directement sur la plateforme. Je vais donc zoomer ici sur l'indice S&P 500. On va attraper ici l'intervalle de prix. Le plus haut de janvier 2022. Là, on a fait moins 27. Si on devait faire moins 33, ça nous renvoie à 3200 points. Voilà. Concrètement, si le S&P 500 devait perdre autant que la moyenne de ce qu'il perd lorsque l'économie américaine est en récession réelle, ça ferait 3200 points. Donc, en gros, pour résumer, techniquement parlant, il est vrai qu'il y a des éléments de stabilisation sur les 3500-3600 points. Pour que cette analyse technique qui met en avant quelques divergences haussières sur ce support, où, rappelez-vous, tous les baromètres que j'ai pu vous présenter dans les précédentes vidéos, où certains disent oui, d'autres oui, mais non, ou non presque. Pour faire basculer tout ça vers le oui, il faut soit que la Fed pivote, soit que les analystes financiers aient raison dans leur optimisme à maintenir les estimations de bénéfices si élevées. Voilà, en fait, pour la partie fondamentale, quelle est la conclusion que je peux vous proposer? Alors, j'en ai déjà parlé tout au long de la vidéo, les limites du price earning ratio et le choix que je vous propose en faveur du price earning de Shiller. Les limites, ce sont ces fameux bénéfices estimés. Ça lag, ça prend énormément de temps. Alors, soit ils ont raison, soit ils sont en train de rêver. Mais les analystes financiers, vous avez ici un graphique qui vous remontre la courbe en vert des anticipations de bénéfices. Si le PE a chuté, c'est en grande partie, oui, parce que les prix ont baissé, mais c'est parce que les anticipations de bénéfices se maintiennent tout en haut. Alors, ont-ils raison ou pas? On ne sait pas. C'est pourquoi je préfère de loin le PE de Shiller, qui se base sur la moyenne des bénéfices des 10 dernières années. Alors, toujours du côté des critères fondamentaux qui ont permis au marché baissier de se terminer depuis 20 ans, eh bien, je me suis tourné du côté d'une donnée d'allocation d'actifs, et notamment la part du cash dans les portefeuilles. Sachez que la part du cash dans les portefeuilles a dépassé son record de 2008. La part du cash dans les portefeuilles a dépassé son record de la crise financière de 2008. C'est un système de vase communicant. Concrètement, les gérants d'actifs, les gérants institutionnels, les actions, les obligations, les liquidités, beaucoup actuellement de la part actions et obligations avec la baisse des actions, la baisse du prix des obliges, se déverse dans la part du cash. Lorsque des éléments fondamentaux seront présents pour un point bas, le cash se redéversera dans les actions et les obligations. Et historiquement, il y a des niveaux extrêmes au-delà duquel le réservoir du cash ne se remplit pas davantage. Vous allez voir, on a dépassé tous les niveaux depuis 20 ans. Mais on n'est pas encore au record de l'éclatement de la bulle spéculative dite .com ou de l'Internet à l'époque. Donc vous avez ici les données qui sont sous vos yeux. Ça vient de la toute dernière étude de la Bank of America. En octobre, on a atteint un nouveau record de la part du cash dans les portefeuilles, en dépassant le sommet de la crise sanitaire d'octobre 2016, de juin 2012, de la crise financière. Mais regardez le montant
que la part du cash a pu atteindre au moment de la bulle spéculative du dot-com et de son éclatement. Bon, alors là, on sent qu'on est dans un excès de vente des actions et des obligations, mais la part du cash peut encore monter si, par exemple, les résultats des entreprises devaient être révisés à la baisse. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Alors, d'où peut venir le salut? Le salut viendra des fondamentaux. Cette semaine, elle est hyper chargée sur le plan des fondamentaux. Tout est prévu. 3 hausses de taux de la Banque Centrale Européenne, les indices PMI de Markit, le PIB au 3e trimestre pour la Chine, pour les États-Unis et pour l'Europe, les chiffres de l'inflation en Europe et aux États-Unis, en Europe avec le CPI, aux États-Unis avec le PCI, tout est prévu. Je vous rappelle que les États-Unis sont en récession technique, c'est ce que vous montre cet histogramme avec un taux de croissance négatif sur les 2 derniers trimestres. D'où peut venir le salut sur le plan des fondamentaux pour que le marché n'aille pas plus bas que ce qu'il a fait en octobre? Il faut soit engager la tendance baissière de l'inflation, qui engagera un pivot des banques centrales, ou qu'effectivement les entreprises tirent leur épingle du jeu, s'en sortent bien et arrivent à maintenir leurs anticipations de bénéfices tout en haut. Et à ce moment-là, le marché arrivera à se stabiliser sur le socle actuel. Sinon, il n'y parviendra pas. Alors, pour terminer cette vidéo, je vais regarder avec vous les graphiques. Où en sommes-nous maintenant sur le plan technique? Bon, le S&P 500 a retracé 50%, vous l'avez sous les yeux, le contrat futur S&P 500 avec un graphique qui expose les bougies japonaises en données hebdomadaires. Il a retracé 50% du choc boursier de la crise sanitaire. Oui, il y a des divergences. Vous avez ici par exemple le Disparity Index à la moyenne mobile à 30 semaines. Vous voyez bien qu'on tient la moyenne mobile à 200 semaines. Il y a le principe de la div, mais il n'y a pas de renversement haussier. C'est pourquoi, pour tenir cette zone et éviter de basculer dans cette zone rouge, cela dépend des fondamentaux que je vous ai décrits. Si vous regardez du côté des indices européens, on peut regarder ici le contrat futur Eurostoxx 50, nous pourrions, alors c'est toujours neutre, une vue de marché circule un peu bullish qui verrait ici une sorte de structure en biseau descendant dont on pourrait sortir par le haut. Et là encore, pour un tel scénario aussi, c'est lié aux fondamentaux. En clair, l'analyse technique botte en touche actuellement. Elle délivre un message neutre. La suite dépendra des fondamentaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Merci à toutes et à tous. Passez une excellente semaine.